Bienvenue à compte complet, Alain Useron en compagnie de Marc Griffin sur l'actualité du baseball majeur. Marc, on n'aura pas le choix de s'attarder un peu sur ce qui se passe dans les négociations, ce qui a filtré comme information, parce que, bon, on ne va pas au bout de tout ce qui se dit là, entre quatre yeux, mais bon, les développements des dernières semaines, on a demandé la médiation, ça n'avançait pas au goût des propriétaires, médiation qui a été refusée par les joueurs. Euh, Moi, ce qui m'exaspère un peu, c'est quand on regarde les enjeux. On peut en parler, là, des enjeux, c'est le montant d'argent là, qu'on veut mettre à part pour récompenser des joueurs de première, deuxième année. Ça, c'est un des principaux litiges. Les propriétaires sont prêts à mettre 10 millions, on réclame 100 millions. J'ai un peu de difficulté avec ça, Marc, pour plusieurs raisons. Puis une de celles-là, c'est que tu me parles souvent du fait que le baseball traditionnel est en train de prendre le bord, là, que ce soit l'amorti, le court infable. Admettons, tu es un joueur de première, deuxième année, et là, ce système-là est implanté. Le jeune qui va se faire demander un amorti, là, bon, OK, est-ce que ça va affecter là, le montant d'argent que je vais avoir sur mon boni à la performance à la fin de l'année? Je veux dire, tu ne peux pas demander à un sport d'équipe d'avoir des bonnets individuels comme ça, même si je sais que le baseball est le plus individuel des sports d'équipe. Mais je m'excuse, là, mais c'est contre-productif. Un gérant qui a affaire là, à un dossier comme celui-là, on règle rien, Marc. C'est ça qui m'exaspère, moi, dans les négociations actuelles. Oh, Alain, si c'était juste ça. Oui, Écoute, mais moi, c'est un des aspects. oui. Écoute, tu sais, si on regarde comment tout ça s'est déroulé depuis le début. Premièrement, rappelle-toi, on en avait parlé, d'avoir mis les joueurs en lockout était probablement la première erreur, selon moi, parce que là, déjà que la relation n'était pas très bonne, on sait que Rob Manfred n'est pas très populaire auprès des joueurs et de l'association des joueurs. Là, on met les joueurs en lockout. Et là, on dit, je me souviens très bien là, du communiqué du commissaire qui disait euh, OK, là, on est prêt à négocier, allons-y à fond, on est prêt pour aider le baseball. Hey, ça a pris 6 semaines avant la première rencontre à la suite du lockout. Oui. Venez pas me dire que vous êtes pressé à négocier ça. Ça a été les premières erreurs. Et après ça, bien évidemment, il y a eu des va-et-vient, mais de toute évidence, et là, il n'y avait pas de médias sociaux en 1994 lorsqu'il y a eu la fameuse grève. Mhm. Bon, on connaît la suite, là. Ouais. Mais là, les joueurs s'expriment. Et les joueurs s'expriment. Mhm. Et là, tu vois, je pense qu'on réalise à quel point il y a un écart épouvantable là, qui s'est créé. Il n'y a aucun lien de confiance. La médiation, c'est que par le passé, bon, ce que l'association des joueurs dit, c'est que par le passé, ça a toujours été à l'avantage des propriétaires, selon eux, donc ils ne voulaient rien savoir, même si je trouvais que c'était intéressant. Je ne dis pas que c'est la meilleure stratégie, mais à quelque Mhm. part, ben, les camps d'entraînement devraient commencer dans moins d'une dizaine de jours. Ouais. Ça regarde pas bien. Et Alain, je comprends, on va rentrer un petit peu dans les détails, mais ça reste que une négociation, ça prend deux parties et ça prend une volonté des Mhm. deux parties. Là, clairement, je pense qu'au niveau des propriétaires, il n'y a aucune volonté. Et là, on sent qu'il y a un durcissement du côté de l'association des joueurs. Les joueurs veulent jouer, mais là, à un moment donné, il y a quelque chose qu'il faut briser. Et ce qu'il faut briser, c'est la relation. Il faut créer une relation beaucoup Mhm. plus harmonieuse. Là. Je ne vous dis pas qu'il faut être chummy-chummy, mais il faut que ça soit beaucoup plus harmonieux pour qu'on puisse parler des vraies affaires. Parce que là, en ce moment, là, tu as l'impression que c'est des gens, je m'excuse l'expression, mais des gens à cravate qui n'ont aucune idée c'est quoi un terrain de baseball, qui n'ont aucune idée c'est quoi la Mhm. passion du baseball, qui sont en train de négocier, évidemment, toujours pour des aspects financiers. Puis là, on est en train de détruire. Il commence à y avoir des gens mécontents. Ouais. Ça va faire mal, Alain, si ça Ouais. perdure, si ça retarde la saison. Et honnêtement, puis je suis assez optimiste habituellement, mais dans ce Mhm. cas-ci, je suis pas tant optimiste que ça, compte tenu, bon, des Ouais. enjeux, on va en parler maintenant, là, mais des enjeux, mais de toute cette relation-là qui vraiment n'est pas saine du tout. Bon, est-ce que c'est des stratégies? Peut-être, mais honnêtement, je trouve que les écarts, même au niveau des détails monétaires, que ce soit évidemment tu sais, ce que Max Scherzer a dit publiquement, ce que Adam Wainwright a dit publiquement, avec tous les joueurs qui ont parlé, on voit qu'on est très, très, très loin là, d'une possible entente. Ouais. Ce qui est quand même paradoxal dans le cas des joueurs, puis je me situe pas ni plus d'un côté ou de l'autre, là, mais
du côté des joueurs, il va falloir mettre l'eau dans notre vin. Pourquoi? Il faut que tu changes quelque chose parce que là, le salaire moyen, là, je m'excuse, là, mais il a stagné depuis 2017. Depuis 5 ans, Et là, il a on n'a pas baissé. augmenté. Ça a baissé. Donc, avec le coût de la vie qui a augmenté, ça a baissé davantage. Et tu as l'impression que ce qu'on recherche surtout, et on a parlé de l'influence des agents qui ont les gros clients. On ne veut pas que les plus gros salaires baissent parce qu'on veut qu'en arbitrage, ce soit payant. Là, on parle d'arbitrage, on parle des joueurs de quatrième, cinquième, sixième année, principalement. Les joueurs aimeraient ça que toutes les équipes, soient compétitives. Ça, c'est la première chose. Il y a eu une offre à un moment donné avec un plancher à 100 millions. Tu t'en rappelles, Marc, on en avait parlé. Dans ces négociations-ci, c'était pas là, mais il y a eu du coulage comme quoi que, avec une taxe qui était pas mal plus basse, qui aurait été, donc, qui aurait financé les équipes avec moins de revenus avec cette taxe-là qui était en bas de 200 millions. Les joueurs ne veulent pas de ce qu'ils appellent un plafond artificiel. Ils ne veulent rien savoir d'un plafond, mais tant et aussi longtemps qu'on aura une disparité telle qu'on la voit actuellement, une équipe qui est dans le dernier tiers, je ne parle pas de la dernière moitié, qui est dans le dernier tiers des revenus du baseball majeur, n'a aucun intérêt, Marc, à avoir un joueur qui a plus de 6 ans d'expérience. Je vais aller jusque-là. Là. C'est pas compliqué. Là. Non, ouais. Moi, je suis dirigeant des Pirates de Pittsburgh. Je m'excuse, mais un gars qui a passé 32 ans, je ne lui donne pas un contrat à long terme. Va voir ailleurs. Moi, je vais embaucher des gars qui sont dans la fleur de l'âge, entre 26 et 29 ans. Je vais avoir leurs meilleures années. Puis quand je vais avoir 30 ans, va-t'en ailleurs. Moi, j'ai tes meilleures années. C'est exactement la structure actuelle du baseball majeur. J'en ai déjà parlé. Tu ne peux pas marcher de la même façon qu'un syndicat traditionnel. Syndicat traditionnel, tu es payé selon ton ancienneté. Je m'excuse, mais quand tu arrives à être joueur autonome, Aaron Judge est le plus bel exemple. Il arrive à 30 ans, il va devenir joueur autonome. Je m'excuse, Aaron, tu ne seras jamais meilleur que tu l'as déjà été, sauf exception. La structure doit changer. Moi, et du point de vue des joueurs. Bon, écoute, moi, je suis un petit peu plus du côté des joueurs parce que je trouve la façon que les propriétaires. Tu sais, à Oui. quelque part, là, il faut que les propriétaires aussi réalisent bien des choses, mais ce que je trouve de valeur dans tout ça, c'est qu'effectivement, il faut briser quelque chose, Alain. Et ça va prendre quoi, là? Est-ce que ça va prendre le fait on va jouer une moitié de saison? Est-ce que ça va prendre, tu sais, quel genre de pression? Qui va céder en premier? Parce que, honnêtement, là, si tu regardes le portrait global de la situation, le baseball majeur ne peut pas se permettre un lockout, une grève, appelez-le comme vous voulez, ou en fait qu'il n'y ait pas de début de saison. Tu regardes ce qui se passe dans le football actuellement. On a eu des séries, en fait, de matchs en éliminatoire tout à fait exceptionnels. Le Super Bowl s'en vient, les Jeux olympiques, des histoires humaines incroyables. Le hockey qui va reprendre. Et là, tu as le baseball qui va dire, ben, écoute, nous, on n'est pas là parce qu'on se dispute. Tu sais, je comprends là, qu'il y a des enjeux importants. Puis je sais qu'il faut les régler, puis on vient d'en parler, il faut casser des choses. Mais il y a tout l'autre aspect, Alain, autour. Et puis, tu imagines toute l'industrie du baseball. C'est pas juste les joueurs là, qui sont en lockout, finalement. Là. Ce sont tous les employés, tous les gens qui gravitent autour du baseball. C'est énorme ce qui se passe. Et des fois, j'ai comme l'impression qu'on réalise pas ça. Et c'est là que je reviens à cette passion. Est-ce qu'un propriétaire est vraiment passionné ou, bien évidemment, de toute évidence, c'est le portefeuille qui compte. Alors, c'est pour ça que la médiation, je reviens rapidement à ça, là, mais elle faisait, selon moi, un peu de sens, même si je comprends que dans les circonstances, les joueurs ne voulaient pas. Là. Ça aurait au moins redémarré un peu les discussions, puis on aurait pu peut-être en venir à bout. Là. Oui, et je veux juste renchérir sur ce que tu as dit et je veux préciser une chose relativement justement à l'ancienneté et tout ça. Ce sont des propriétaires là, qui ne veulent pas changer la structure actuelle sur les 2 premières années. On veut continuer d'avoir le contrôle. Et moi, je pense que c'est là-dessus que les joueurs devraient mettre l'accent. Écoute, on en a eu des très bons jeunes qui ont été sous-payés selon la structure du baseball majeur au cours de leurs 2 premières années. Tu peux parler d'Acuna, tu peux parler de Juan Soto, il y en a d'autres qui s'en viennent. Fernando Tatis, c'est la même chose. C'est pas normal que ces gars-là gagnent une fraction de ce qu'un gars qui devient joueur autonome, qui a été un joueur moyen toute sa carrière,
qui a rendu de bons services. Mais je veux dire, ce gars-là, de début, devrait être payé selon le marché. Puis le marché, comme il est là, il est artificiellement à la baisse pour les joueurs dans leurs meilleures années. C'est pour ça que je te dis, les joueurs, est-ce qu'ils focusent vraiment sur le bon aspect ou si on veut strictement garder les plus hauts salaires, bon, qu'en arbitrage, encore, bon, je ne suis pas sûr que les priorités des joueurs sont à la bonne place devant l'intransigeance des propriétaires. Ils disent, nous, on ne veut pas bouger sur les 2 premières années. La part des propriétaires, je pense qu'on fait fausse route. On ne traite pas les joueurs de façon équitable. On pourrait revenir sur le dossier du baseball mineur. Sur des joueurs de première année, on les contrôle même jusqu'à la 6e. Oui. Il y aurait sûrement moyen, Marc, d'avoir peut-être un meilleur partage, je te dirais, des ressources, que ce soit sur le plan des joueurs ou encore financière, ce qui rendrait l'attrait du baseball pas mal meilleur, à moins, évidemment, que vous souhaitiez qu'on ait toujours les mêmes 5-6 équipes qui s'accaparent des meilleurs joueurs au cours des 6 premières années. Bon. Et honnêtement, là, bon, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs autonomes qui n'ont pas été mis sous contrat, là, les Freeman, les Correa, donc ça peut changer le portrait. Mais je regardais Alain avant les débuts de camp d'entraînement. Qui vont être encore les meneurs de chacune des divisions? Ça va être les mêmes équipes. Ça va être encore les mêmes équipes. Là. Tu vois-tu une équipe surprise cette année, là, vraiment, là, qui va arriver? Alors, on tombe encore dans les mêmes. Alors, je comprends. Puis, rappelle-toi, en saison, on en avait parlé. On se disait que ça allait être une négociation difficile, autant du côté financier que même au niveau de la réglementation, de certains aspects sur le terrain. C'est vraiment pas évident. Et moi, je suis d'accord avec toi, Alain. Puis, tu veux, même le temps, pas le temps de jeu, mais on veut enlever le temps d'ancienneté, ce qu'on appelle l'ancienneté, parce que rappelle-toi les dossiers de Chris Bryant, puis les gars commençaient dans les ligues mineures. Il y a tellement de choses, mais tu as l'impression qu'aussitôt qu'on veut céder moindrement quelque chose d'un côté, ben l'autre essaie d'en avoir tellement plus. Tu sais, une négociation, c'est que, regardez, moi, je vais concéder un peu, je vais être content si j'ai ça, je vais concéder ça. Évidemment, l'autre côté doit régir de la même. Puis là, c'est là que tu vas avoir une négociation qui, finalement, tu sais, tu pourras pas tout avoir ce que tu veux. Oui, tu commences quelque part. Mais là, en ce moment, on sent vraiment pas aucune concession de la part des propriétaires. Ouais. Et comme tu as parlé, les joueurs font peut-être un petit peu fausse route où ils s'en vont, mais ça devient extrêmement lourd, là. Oui. Moi, j'ai hâte de voir s'il y aura un schisme parmi les joueurs. Parmi les propriétaires, c'est pas évident de tenir 30 propriétaires qui sont leurs propres patrons, se faire dire quoi faire par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, juste avant le lockout, tu as vu, oui, il reste encore des joueurs autonomes de qualité, mais tu as vu tout l'argent qui a été dépensé, je pense aux Rangers du Texas, entre autres. Eux, difficile de dire qu'on veut changer le système actuel quand tu as vu la façon dont on s'est comporté. Moi, tu sais, j'ai parlé des propriétaires qui sont inflexibles quant au salaire des 2 premières années. Je pourrais ajouter le fameux temps de manipulation de l'ancienneté là, dont tu parlais, Ryan, Strasburg, il y en a une liste qui est assez longue. Là. On disait Strasburg, on veut améliorer son geste au premier but. Ben oui, bon. Ben c'est ça. Mais tu sais, le traitement envers les joueurs des ligues mineures, on va leur fournir un logement. C'est pas ça que les joueurs veulent. On veut leur donner un salaire décent. Point final. Puis je vais répéter ce que j'ai dit avant. C'est pas normal qu'un gars qui joue dans la East Coast League à Trois-Rivières soit mieux payé qu'un gars qui évolue dans le niveau 2A et 3A dans le baseball professionnel. Non, puis le baseball va toujours se battre avec ça parmi les meilleurs athlètes qui qui choisissent pas nécessairement le baseball en raison de tout ça. Par contre, Alain, tu sais, ça fait 2 ans là, que, bon, certainement, la COVID, évidemment, les joueurs n'ont pas eu tout leur salaire. Rappelle-toi, il y a 2 ans, bon, je suis pas sûr que, tu sais, les joueurs, oui, veulent, tu sais, on veut tenir tête, puis on voit dans les réseaux sociaux à quel point, là, c'est agressif. Mais tu sais, une carrière, c'est pas long. C'est pas long, une carrière de baseball. Est-ce que tu es prêt à sacrifier une demi-saison, une saison? C'est là que est-ce que les propriétaires tentent justement de se dire hey, ça n'a pas d'allure? Parce que les propriétaires, s'il n'y a pas de match, il n'y a pas de.
il n'y a pas de paye, là, on n'a pas à débourser tout cet argent-là. Donc, est-ce que les pertes Ouais. sont moindres? Est-ce qu'on joue cette carte-là vraiment du côté des propriétaires à dire les joueurs vont flancher à un moment donné parce qu'ils veulent jouer, ils veulent leur salaire? Parce qu'à un moment donné, là, Ouais. on a beau avoir des réserves au niveau de l'association des joueurs, et on en a toute une réserve, là, il y a beaucoup d'argent Ouais. là-dedans. Ça reste que tu perds un temps précieux dans une carrière Ouais. qui, rappelons-le, est en moyenne de 4 ans. Là. Oui, lorsqu'on Ouais. parle de Mike Trout, oui, c'est 10 ans, mais vous prenez le groupe en général. C'est ça qu'il faut faire attention aussi, parce que les gens pensent que tous les joueurs font 30 millions. Là. Dites-vous que 65% des joueurs font 1 million et moins. C'est là où ça aussi, c'est un problème. Tu as 2% des joueurs qui font probablement, je dirais, j'ai pas un chiffre précis, mais qui font probablement 50% des revenus, là, qui prennent les revenus de tout le monde. Alors, c'est important là, de comprendre cette situation-là. Donc, c'est pour ça que il y a une pression chez les joueurs à réagir à ce niveau-là. Je sais que c'est pas dans la mentalité américaine, tu sais, de donner une chance, si tu veux, de répartir et que c'est très individuel comme mentalité, plus que ce l'est au Québec, au Canada. Ça fait partie peut-être de la façon de faire des joueurs. Quand je te dis au niveau des joueurs, est-ce qu'il y aura un schisme à un moment donné? C'est juste le leadership des joueurs latino-américains, il vient d'où là-dedans? Parce que eux, je peux te dire une chose, je ne suis pas convaincu qu'ils se sentent très préoccupés ou concernés, je devrais dire. C'est le mot juste, là, qui est une traduction, mais je pense que ça s'applique parfaitement. Tu sais, je veux dire, ce qui se passe chez eux, là, c'est pas la même réalité qu'aux États-Unis. J'ai l'impression que cette réalité-là n'est pas bien comprise par l'association des joueurs. C'est pour ça que quand je te parle des joueurs des 2 premières années, là, je pense à ces gars-là en particulier qui auraient peut-être envie qu'on les rémunère davantage quand ils arrivent dans le baseball majeur. Ben écoute, c'est un bon point. Puis, tu sais, je parlais des réseaux sociaux tantôt. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont manifestés, mais de mémoire, il n'y a pas, pas beaucoup de joueurs latinos qui se sont manifestés pour ou contre, peu importe la situation. Donc, c'est clair que c'est pas, on dit que c'est pas évident de rassembler les propriétaires pour qu'on arrive à une idée commune. Là. Je peux te dire, quand tu as 800-900 joueurs dans l'association des joueurs, c'est pas non plus évident. C'est pas la même réalité. Puis, tu sais, Max Scherzer tente de faire le mieux qu'il peut, là, mais sa réalité est bien différente que 65 et sinon 85% des autres joueurs. Alors, il y a deux mondes chez les propriétaires, des propriétaires qui sont, je vais l'appeler le country club, là, qui fait partie du country club, qui a peut-être fait en sorte que le projet des Rays et des Expos est terminé. Ça, c'est une autre histoire. Mais tu as aussi une espèce de country club à l'intérieur de l'association des joueurs. Alors, ça non plus, c'est pas évident. C'est pas vraiment pas un dossier qui est facile. Mais une chose est sûre, Alain, si tu veux en finir avec ça, faut que tu t'assoies à une table. Je ne dis pas de les enfermer pendant 24 heures, 24 heures sur 24 c'est pas ça, c'est pas ça la réalité. Mais il faut à un moment donné trouver une solution à négocier en bonne et due forme, si jamais. Parce que là, on est vraiment dans une impasse et il est minuit moins 5. Les camps d'entraînement, de toute évidence, ne commenceront pas à temps. C'est la date du 1er mars qui est la date clé, selon moi, parce qu'on a 30 jours pour se préparer, ça serait correct, ou 29-30 jours, mais sinon, ça devient extrêmement difficile. Oui, et à ce moment-là, bon, comme on l'a déjà fait, on pourrait commencer la saison avec 30 joueurs au lieu de 26 et éventuellement descendre. Ce qui semble certain ou à peu près, c'est qu'on ne verra plus le lanceur frappé, Marc, selon toute évidence. Là, il y aura le frappeur de choix. Je m'en désole. Je le répète, puis je vais m'en désoler jusqu'à la fin de mes jours. Et surtout dans un contexte où le gérant ne prend plus de décision, ça aurait été plaisant de pouvoir encore regarder les décisions qui se prennent. Il y a le repêchage qu'on veut, encore une fois. Bon, moi, je pense que j'en ai déjà parlé, Marc. C'est pas le point central. Là. C'est pas le point central. Si ce que je me dis, là, selon les rapports qu'on a, là, c'est le montant d'argent forfaitaire là, qu'on veut donner aux joueurs de première et de deuxième année. Si c'est 90 millions qu'il y a de différence, tu divises ça par 30 équipes, de la misère à croire que c'est là-dessus qu'on pourrait retarder la saison. J'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer que c'est le nœud du problème. Tu sais,
il y a de l'argent dans tout ça. Tu sais, l'argent est là. Tu as parlé des contrats qui ont été signés avant le fameux lockout. L'argent est là. Il y a une volonté, selon moi, là, il y a une volonté pour qu'effectivement il y ait un meilleur équilibre parmi les équipes. Je pense qu'autant des propriétaires que les joueurs, on aimerait avoir un certain équilibre au niveau. Tu sais, alors, il y a de l'argent, on veut un meilleur équilibre. Tu sais, les deux parties veulent un peu les mêmes affaires à ce niveau-là. C'est juste que là, il faut mettre les chiffres dans les bonnes cases. Et moi aussi, je suis un peu surpris de voir que ce fameux pot là, on veut faire empêche. Il n'y a eu aucune concession de la part des propriétaires jusqu'ici. Oui. Et même, je vous dirais que c'est pire. Et même Adam Wainwright avait dit, écoutez, dans le fond, si on signe le même contrat, on ne serait pas insatisfait. Mais là, avec ce qu'il offre, là, on n'est pas satisfait. Donc là, tu dis, bon, écoute, attends un petit peu ça. Alors, il faut corriger les choses et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. C'est l'attitude, puis je reviens rapidement là-dessus, Alain, mais cette attitude de mettre les joueurs en lock-out le 1er décembre, là, ça a été le début des mauvaises décisions prises par le baseball à ce niveau-là. Et là, ben, on voit ce qui arrive. Les joueurs s'entraînent à gauche, à droite. On a vu le père de Mike Trout lui faire ce qu'on appelle du front toss dans une cage quelque part au New Jersey parce que le gars doit se préparer. Donc, mais tu sais, c'est pas ça. Tu sais, tous les événements qui se passent durant l'hiver pour les équipes, les tournées de promotion, tout ça a été annulé. C'est important dans une communauté. Là, évidemment, les expos ne sont plus là, mais rappelez-vous la fameuse caravane des expos, les joueurs qui venaient rencontrer les partisans, les médias, on parlait de baseball, on préparait la saison. C'est des moments importants qu'on ne peut pas faire en ce moment. Donc, le baseball ne peut pas se permettre de prendre du recul vis-à-vis, je vais appeler ça la compétition, là, qui n'est pas juste les autres sports, mais qui est tout l'intérêt des gens. On sort d'une pandémie, puis on a des multimillionnaires ou milliardaires qui s'obstinent avec des millionnaires. Je veux bien croire qu'on n'a pas l'argent dans les bonnes cases, mais le gros bon sens, quelque part là-dedans, Alain, c'est les gars, il faut trouver un terrain d'entente. Ça n'a aucun espèce de bon sens qu'on s'en va en lock-out dans les circonstances. Et je me répète, Alain, si tu mets des gens passionnés autour de la table, des gens qui connaissent c'est quoi le baseball, et je ne veux pas connaître tous les règlements et les stratégies, mais connaître c'est quoi l'impact que le baseball, que le sport a dans les communautés. Là, les propriétaires sont en train de nous dire, on s'en fout ce que les partisans pensent. Et ça, là, c'est dangereux. Écoute, Marc, on va se croiser les doigts. Et en espérant qu'on se parle, qu'on se fasse confiance, parce que le lien de confiance, écoute, il n'a jamais été là de toute façon depuis 50 ans là, entre les joueurs et les propriétaires. Ce serait peut-être temps à un moment donné qu'on s'assoie sur la table et qu'on dit, bon, quelle est la meilleure façon, un, de bien rémunérer les joueurs et deux, de faire grandir le baseball. Il y a plusieurs moyens, j'en ai souvent parlé, Marc, durant l'été. Moi, je trouve que c'est pas normal qu'on n'ait pas du baseball à partir d'1h de l'après-midi jusqu'à 1h du matin, là, à tous les jours. Dans le contexte actuel, il y a un paquet de monde qui travaille chez eux. Excuse, Marc, il y a peut-être pas mal de travailleurs qui seraient distraits, là, mais c'est pas la fête du baseball. Je pense que ça ferait juste grandir le baseball. Bon. J'espère qu'on va parler d'autre chose ou qu'on va commencer avec autre chose dans notre prochain balado. Il y aura sûrement d'autres événements qui vont survenir d'ici là. Je vais parler du vote du Temple de la renommée. David Ortiz, qui est élu. Je vais faire un bref commentaire. Je ne veux pas débattre du fait qu'il soit là, méritant ou non, mais je veux dénoncer l'hypocrisie derrière ce vote. Ortiz, à ce que je sache, a été déclaré positif en dopage. On n'était pas supposé le savoir, par exemple. On n'était pas supposé de le savoir. Je suis parfaitement d'accord, mais il y a eu du coulage, ça a sorti. On l'a élu quand même. Puis Barry Bonds, Roger Clemens, Maguire, puis tout le reste. Honnêtement, sur le plan personnel, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Oui, on a pelleté ça puis c'est pas correct. Les règles devraient être claires de la part du Temple de la renommée. Mais je t'avoue que c'est un code 2 poids, 2 mesures, là, on l'a en pleine face avec David Ortiz. Écoute, tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, je veux dire, ça ne sera jamais un dossier qui va faire l'unanimité d'un côté comme de l'autre, évidemment. J'ai bien aimé les propos de Doug Glanville, qui a expliqué que lui a vécu, évidemment, l'ère stéroïde, à quel point ça a coûté peut-être très cher pour des gars comme lui, éventuellement, parce que, de toute évidence, il y avait un avantage.
Qui en a pris, qui en a pas pris, on ne saura jamais. Moi, j'ai pour mon dire que, écoute, Alain, le baseball majeur est faux. Le joueur est responsable de son corps, c'est lui qui doit déterminer qu'est-ce qui est bon pour l'intégrité du sport. Ça, je comprends ça. Mais à quelque part, il n'y en avait pas de règles. Il n'y en avait pas de règles. Puis j'excuse personne, là. Mais moi, à un moment donné, il faut tracer une ligne. Il faut tracer une ligne. Parce qu'à un moment donné, regarde, Alex Rodriguez fait partie pour la première fois du bulletin de vote cette année. Là. Fait qu'on va encore traîner ça pendant 9 ans là, du fait que est-ce que un, est-ce que l'autre. Bon. Et là, on va, excusez l'expression, mais garocher ça dans le comité des vétérans qui vont recevoir maintenant le dossier de Clemens, de Bonds et compagnie. Ça va être un autre dossier. Mais moi, écoute, c'est pas parfait. Il n'y aura jamais un système parfait. Mais moi, je me dis, ce qui s'est passé avant 2004, où, selon moi, c'était tout croche. Le baseball était géré tout croche au niveau des stéroïdes, des substances, peu importe des produits qui pouvaient aider à la performance. Je me dis, si tu te fais prendre après 2004, où là, on a intégré un système qui commençait à avoir de l'allure, puis à partir de 2004, 2006, 2007, c'était encore bien meilleur, mais en tout cas, à partir de 2004, si tu as testé positif après ça, Manny Ramirez, là, tout le monde en parle. Manny, il s'est fait pogner. Jamais il va être... OK, mais David Ortiz, oui, même si on n'est pas supposé savoir, il y a eu un test. Puis je sais qu'il a été le joueur le plus testé par la suite, puis il n'a jamais retesté positif. Mais ça reste qu'il y en avait un dossier positif. Il y en avait un test qui est devenu positif, et on a comme enrayé ça. Puis, tu sais, je comprends. Alors, moi, je me dis, la coupure se fait à 2004. Avant 2004, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même Greg Maddox l'avait mentionné. Il dit, écoutez, qui en a pris, qui en a pas pris? On ne le saura jamais. Une chose certaine, ce que Maddox avait mentionné, c'est que Barry Bonds, avant 2004, il y avait déjà les chiffres pour aller au Temple de la Renommée. On pourrait dire la même chose de Roger Clemens. Bon. Le Temple de la Renommée sert à quoi? Tu sais, bon, je veux dire, aujourd'hui, nous, on regarde le Temple de la Renommée. On n'a pas vu jouer Ty Cobb. Mais à ce que je sache, Ty Cobb, Alain, c'était pas le plus gentil, là. C'est pas le gars qui était qui a représenté son sport à l'extérieur du terrain comme, tu sais, droite comme une barbe, tu sais, bon. Mais il a fait partie de l'histoire du baseball. C'est un gars extraordinaire en termes de combativité, tu sais. Alors, on apprend sur ces gars-là, mais est-ce que Barry Bonds et Roger Clemens font partie de l'histoire du baseball? Le gars dans 100 ans qui va regarder, Barry Bonds est le meneur des coups de circuit. Il n'est pas autant de la renommée. Là, il va fouiller. OK, il y avait eu peut-être des stéroïdes, mais il n'a jamais vraiment testé positif, mais il y a eu des accusations. Tu sais, je ne sais pas. Moi, malheureusement, c'est une ère qui fait partie. Le baseball doit accepter que ça fait partie de ça. Puis là, les gens vont dire, OK, mais si vous faites ça, réintégrez Pete Rose. La seule différence dans le cas de Pete Rose, c'est que c'était écrit noir sur blanc dans chacun des vestiaires que tu ne pouvais pas faire ça. Tandis que, bon, encore une fois, j'excuse pas. Puis moi, j'aurais voté pour Bonds et Clemens. Ça me fait pas plaisir de voter pour des gens qui, bon, on a des sérieux doutes là, qu'il s'est passé quelque chose. Mais à quelque part, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La réglementation était tout croche, puis je veux pas qu'on traîne ça pendant encore 25 ans à se dire qu'est-ce qui s'est passé. On a des doutes, puis tu sais, j'aime pas ça aussi dire ça, mais tu sais, Alain, il y a des gars au terme de la renommée actuellement, là. Tu sais, qu'on a des sérieux doutes aussi à ce niveau-là. Donc, tu sais, à un moment donné, là, parce que ces gars-là étaient ultra populaires, on veut en faire des exemples, tandis que les autres étaient un petit peu moins volubile ou moins présent dans les médias. Alors, c'est 2 poids, 2 mesures. Oui. Bon, écoute, ça veut dire, si je comprends tes propos, Marc, Ryan Braun, je pense qu'il ne sera pas sur ta liste de joueurs qui vont être au temple de la renommée. Écoute, regarde, Alex Rodriguez a une carrière fantastique, mais il s'est fait prendre après 2004. Après 2004, là, c'était assez clair. Là, il y avait un système établi, tout le monde était au courant. Non seulement les joueurs, les médias, tu sais, bon. Il a essayé de camoufler il a essayé de camoufler ce qui s'est passé de façon pas très élégante par la suite. Ça, c'est une autre histoire que je vous propose. Il y a une couple de livres qui ont été écrits là-dessus que je vous suggère très fortement. On va terminer avec la retraite. Joe West, qui a établi un record pour le plus grand nombre de matchs. C'est pas seulement la retraite de Joe West, Marc, mais il y a une nouvelle génération d'arbitres qui arrive. Ça arrive pas très, très souvent. Une fois que
es arbitre à temps plein, tu es arbitre à vie, pratiquement. Dans une ère où probablement que ceux-là vont commencer à appeler des prises et des balles, mais vont finir par ajuster l'appareil derrière le marbre. C'est un peu comme ça qu'on voit le futur, l'avenir de ces arbitres-là. Oui, parce que ils sont 5 ou 6 là, à prendre leur retraite en même temps. Oui. Mais Joe West faisait partie de ces officiels. Bon, je sais qu'on ne paye pas pour aller voir un arbitre, là, c'est souvent l'expression, là. Oui. Mais Joe West, lui, il dit moi, je suis sur le terrain, je fais partie du spectacle. Puis à quelque part, il a donné quelques bons spectacles. Je veux dire, il a jamais. Bon, c'est pas toujours évident là, être un officiel là, au baseball. Mais lui, il avait compris que c'était comme ça. Il rendait les meilleures décisions possibles, mais par sa réaction, sa physionomie, la manière qu'il réagissait. Mais il a eu quand même toute une carrière. Mais je pense, Alain, que le fait qu'il y en a 5 ou 6 là, qui prennent leur retraite en même temps, ce que tu as mentionné, parce que vous savez que l'arbitre électronique, on va l'appeler ainsi, là, cette année, c'est pas dans la Ligue Atlantique. C'est au niveau 3A. Alors, 3A, c'est juste en arrière. C'est que là, les vrais tests sont concluants, on s'en va au niveau 3. Donc, ça s'en vient dans un an ou deux. Est-ce que cette raison-là a peut-être précipité quelques arbitres qui ont décidé de prendre leur retraite parce qu'ils ne veulent pas vivre cette nouvelle ère de baseball? Ça n'est pas impossible. Chose certaine, on va voir d'ailleurs un premier officiel de Porto Rico officiellement dans le baseball majeur, s'il y a une saison évidemment, en 2022. Alors, il y a une belle génération de nouvel arbitres, mais effectivement, ça va être différent pour eux au cours des prochaines années. Oui. Ben écoute, Joe West, on va probablement à Cooperstown éventuellement, là, avec sa feuille de route. C'est un des officiels, on dirait, il y en a qui préfèrent qui préfère être arbitre et être plus anonyme, mais Joe West a profité de son poste pour mousser un peu certaines activités hors terrain, quelques présences, par exemple, dans certains films ou encore sa carrière de musicien. On sait qu'il aimait bien la musique. Bref, pour Joe West, bonne retraite et probablement qu'on va le voir à un moment donné dans un spectacle quelconque. Voilà ce qui complète le balado. On espère avoir des bonnes nouvelles lors de notre prochain balado. Marc, je te souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Prenez soin de vous, tout le monde. On espère que les camps vont commencer très bientôt. Bye bye.